te rappelles Kuroko's Basket? Bah, ça fait partie de ces séries dont nous ignorions jusqu'à l'existence, jusqu'à ce que nous annoncions notre intention de faire une année du sport, et qu'on nous a soudain recommandé tout un tas de séries que nous ne connaissions pas. Mais il paraît que ça a été très populaire il y a quelques années, surtout auprès des filles, ce qui ne m'étonne pas. C'est donc une de ces séries-là. Oui, c'est une de ces séries-là, avec des beaux héros sexy et hautement shippables qui dépassent leurs propres limites pour arriver au bout d'une compétition. La série s'appelle Kuroko no Basket, traduit Kuroko's Basket. Mais les cartons-titres des épisodes portent la mention The Basketball which Kuroko plays, qu'on traduirait avantageusement par le basket selon Kuroko, ce qui correspond tout à fait à l'enjeu de l'histoire. Enfin, sauf que la série oublie vers la fin quel est son enjeu. Sauf que non. Sauf que oui. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Avant qu'on raconte la fin de l'histoire, il faudrait qu'on en raconte le début. Pourquoi la série ne se prive pas pour nous raconter l'histoire en commençant par la fin, elle? C'est pas qu'elle nous raconte l'histoire en commençant par la fin, c'est que la prémisse de notre histoire est très longue et très détaillée. On prend en cours une situation dont on va nous expliquer au fil de la série comment elle s'est mise en place, tout en nous racontant ce que font les personnages pour la résoudre. Mais le sujet de l'histoire est la résolution de cette situation, pas sa mise en place, ce qui justifie que la série commence au moment où elle commence et pas plus tôt dans la chronologie. Si tu le dis. Bref. Le pitch ressemble à un gag. Notre héros, Tetsuya Kuroko, est un petit jeune homme malingre sans grande capacité sportive. Par contre, il a un talent exceptionnel pour la prestidigitation, dont il se sert pour faire oublier sa présence et sortir du champ de vision de ses interlocuteurs, façon Batman qui disparaît quand le commissaire Gordon lui parle. Naturellement peu remarquable et super entraîné, il est devenu tellement doué dans ce domaine qu'il est capable de se promener au milieu d'une foule sans que personne ne remarque qu'il est là. Il prend d'ailleurs un malin plaisir à ne signaler sa présence aux gens qu'une fois qu'il est tout près d'eux, pour les faire sursauter. Avec un talent pareil, il pourrait se lancer dans le show business ou dans l'espionnage, mais ce qui l'intéresse, c'est le basket. Il n'est vraiment pas bon pour dribbler ou shooter, mais ses techniques de prestidigitation lui permettent d'échapper facilement au marquage et de se placer à l'endroit approprié pour faire la passe décisive, ce qui fait que, malgré son manque d'aptitude physique, l'avoir dans son équipe est en général un atout majeur. C'est presque un gag abondamment exploité au tout début de la série. Mais la plaisanterie s'arrête là, car voilà l'enjeu. Kuroko a une vision du basket que ses anciens coéquipiers du collège ne partagent pas, et dont il a bien l'intention de prouver qu'elle est meilleure que la leur. Pour ce faire, il rejoint une nouvelle équipe qui battra au tournoi national interlycée du Japon celle qu'ont intégré ses anciens coéquipiers. Pas une mince affaire, sachant que les 10 anciens coéquipiers sont super forts. C'est tout ce qu'on sait du passé des personnages quand la série commence. On apprendra les détails au fur et à mesure à l'occasion de flashbacks, et ce n'est qu'à la toute fin de la série qu'on aura la totalité de l'histoire. Mais la valeur de la série ne pouvant se juger qu'à l'aune de ces flashbacks, nous allons vous raconter cette prémisse en détail. Kuroko a rejoint le club de basket du collège Teiko suite à une promesse faite à un ami d'école primaire qui partageait sa passion pour le basket, mais a dû déménager dans une autre ville. Le tournoi intercollège de basket étant une des rares occasions qu'ils ont de se retrouver, Kuroko et son ami ont bien l'intention d'entrer dans l'équipe de leur collège respectif comme titulaire, pour être sûr de se retrouver l'un en face de l'autre en tournoi. Le club que Kuroko rejoint est réputé pour avoir un super palmarès et de très bons joueurs, et il y en a plusieurs particulièrement prometteurs qui entrent en même temps que Kuroko. Peu compétents, mais particulièrement motivés, Kuroko attire l'attention de ces éléments particulièrement prometteurs qui l'encouragent à s'accrocher. L'un d'eux lui suggère de trouver un moyen d'exploiter son talent naturel pour se faire oublier, ce qui donne à Kuroko l'idée d'étudier la prestidigitation pour l'appliquer au basket, et de développer le talent qui lui permet d'accéder à la titularisation. C'est ainsi que se constitue une équipe qui défraie la chronique. En plus de Kuroko, elle se constitue de 5 monstres sacrés au talent exceptionnel, et obtient rapidement le surnom de Génération Miracle. Quand je dis monstre sacré, ce n'est pas une exagération. Non seulement ils sont tous des joueurs exceptionnels, mais Kuroko est loin d'être le seul à avoir développé un talent particulier. Il y en a un qui est capable d'imiter n'importe quelle technique efficace même s'il ne l'a vu qu'une fois, un qui peut réussir les shoots depuis particulièrement loin, même de l'autre bout du terrain, un qui est particulièrement rapide, un qui est tellement grand qu'il peut défendre sur tout le terrain à lui tout seul, et un qui est capable d'anticiper les mouvements de l'adversaire au point de pouvoir l'influencer en bougeant et lui faire perdre l'équilibre. Avec ses talents et leur aisance naturelle pour le shoot et le dribble, cette équipe devient rapidement imbattable et indéboulonnable à la tête des tournois. D'ailleurs, le collège auquel appartient leur club choisit rapidement de ne plus faire tourner leurs joueurs et de confier la compétition systématiquement à ces 6-là afin de rester invaincus. La présence de ces joueurs de niveau quasi divin sur le terrain est à la limite de l'anti-jeu. A noter que le coloriste a pris le parti de donner à chacun des yeux assortis à la couleur de ses cheveux. On se rend assez rapidement compte que seuls les joueurs ayant cette particularité physique sont capables de rivaliser avec eux. Dans cet univers, pour être doué au basket, cette caractéristique est essentielle. Kangoo avait décidément tout compris. Elle n'est pas une convention graphique, puisque leur physique est commentée par les personnages. Par contre, le déguisement, c'est pas encore ça. Des lunettes de soleil dans un espace fermé, c'est moyen. Et puis tu as les cheveux verts, je te rappelle. Le talent inégalé de la Génération Miracle a deux effets. D'abord, il crée une démotivation générale dans le monde du basket collégien et lycéen, puisqu'il ne sert à rien de faire des efforts vu que personne n'a aucune chance contre eux. Ensuite, le fait de ne plus avoir d'adversaire
adversaires à la hauteur et de ne plus s'amuser pendant les matchs démotive les membres de la Génération Miracle et fait qu'ils deviennent de plus en plus moroses et de plus en plus méprisants envers leurs adversaires à qui ils en veulent profondément de ne pas représenter un défi satisfaisant. N'ayant plus d'autres moyens pour supporter l'ennui que leur procurent les matchs contre des adversaires beaucoup plus faibles, ils profitent des rencontres pour se mesurer entre eux, pour voir qui marquera le plus de paniers et deviennent arrogants et individualistes. Touché aussi par la morosité de son équipe, mais motivé par ses échanges avec son ami d'enfance, Kuroko est le seul de la Génération Miracle à s'accrocher à ses idéaux, à vouloir respecter les adversaires et travailler en équipe. Puis, en dernière année du collège, c'est le drame. Lors du tournoi national, alors que Kuroko, blessé, est à l'infirmerie, la Génération Miracle joue contre l'équipe de son ami d'enfance et lui inflige une profonde humiliation en faisant exprès que le match se termine avec un score ne contenant que des 1. L'idée de compter qui marque le plus de paniers commençait à les lasser. Choqué par cette attitude, Kuroko commence par décider de renoncer au basket. Puis, voyant que chaque membre de la Génération Miracle part dans un lycée différent afin de pouvoir jouer contre les autres lycées et prouver qu'il est le plus fort, Kuroko change d'avis et décide de mettre son talent au service d'une nouvelle équipe, une équipe qui a la même vision du basket que lui et permette de démontrer à la Génération Miracle quel est le vrai basket. Le basket selon Kuroko. Pour mener à bien ce projet, il a besoin de deux choses. Premièrement, une équipe qui ait gardé sa passion intacte malgré l'existence de la Génération Miracle. Cette équipe, il l'a déjà repérée lors du tournoi tragique, ce sera l'équipe du lycée Seirin. Deuxièmement, un joueur aussi talentueux que les membres de la Génération Miracle est capable de les vaincre pour leur redonner le goût du basket. Qui ait les cheveux de la même couleur que les yeux donc. Coup de chance, un joueur de cette envergure vient justement de rejoindre le club de basket de Seirin. Tous les éléments sont donc en place pour permettre à Kuroko de mener à bien son projet, venger son ami d'enfance et sauver ses anciens coéquipiers. Il rejoint donc Seirin et propose au nouveau joueur Taiga Kagami de constituer un duo imbattable. Kagami la lumière qui éblouit par son talent et Kuroko l'ombre qui n'est rien sans la lumière et sans qui la lumière n'est rien, pour faire tomber un par un les membres de la Génération Miracle. Et donc c'est comme ça que la série commence. Comme je disais, c'est normal, car la série n'est pas sur la Génération Miracle qui passe du côté obscur, elle est sur Kuroko, démontrant que son basket n'est peut-être pas le meilleur, mais qu'en tout cas, il est le mieux. Très sincèrement, je comprends ce parti pris. En regardant Gungrave, j'ai éprouvé une profonde frustration, parce que la série ouvre sur une histoire futuriste avec un héros ressuscité d'entre les morts qui combat des monstres, et enchaîne sur la longue histoire de complot au sein de la mafia qui aboutit à cette situation, et qui, si plaisante qu'elle puisse être, n'est clairement pas dans la même ambiance que celle annoncée par le début. Le parti pris de Kuroko's Basket de centrer l'action sur l'enjeu important et de distiller les détails de la prémisse au compte-gouttes au fur et à mesure que la série avance est le parti le plus efficace qu'on pouvait prendre. Je n'en disconviens pas. C'est juste un parti pris surprenant, parce qu'autant l'histoire qu'on nous raconte effectivement est relativement classique, les héros vont tour à tour affronter les 5 boss et les vaincre comme dans un jeu vidéo et leur donner une leçon d'humilité qui leur permettra de devenir gentils, autant la prémisse est originale. Les méchants de l'histoire ne sont pas devenus arrogants parce qu'ils l'étaient à la base et que le fait d'avoir du pouvoir leur a permis de donner libre cours à leur arrogance, c'est le fait d'être trop fort qui les a fait passer du côté obscur. Le risque guette donc tout héros de shonen après la fin de l'histoire. C'est également le fait qu'ils existent qui a provoqué une baisse de régime chez tous les autres joueurs, qui justifie à la fois que l'équipe des héros soit exceptionnelle et que leurs adversaires soient tous des monstres sacrés, vu que seuls les monstres sacrés ont encore le courage de jouer au basket dans le contexte où se passe la série. Tu dis que l'histoire principale racontée est plutôt classique, mais ce n'est pas tout à fait vrai, on le comprend au fur et à mesure. Au fur et à mesure qu'on comprend que les membres de la Génération Miracle ne sont pas que des épreuves, qu'ils sont les vrais personnages. L'enjeu de l'histoire, c'est que Kuroko veut convaincre ses anciens coéquipiers que jouer en équipe et respecter ses adversaires est plus intéressant que gagner. Au départ, on croit que c'est parce qu'il veut défendre sa vision du basket contre la vision des autres, montrer qu'il est le plus fort même si à première vue il est le plus faible, comme ça arrive en général dans ce type de shonen. Mais en réalité, c'est surtout parce que si les autres adoptaient sa vision du basket, ils seraient beaucoup moins malheureux d'être si forts. Mais c'est surtout parce que Kuroko est en lui-même un personnage assez atypique. Ses motivations sont altruistes, systématiquement. Il n'aime pas tous ses anciens coéquipiers de la même façon, il y en a qu'il a plus envie de sauver que d'autres. Il y en a un en particulier qui veut sauver plus que tout parce que c'est son ancien meilleur ami. Avoir les cheveux bleus, ça rapproche. Tu me laisses parler, oui. Donc il y en a qu'il a plus envie de sauver que d'autres, et d'autres qu'il a moins envie de sauver, d'autant qu'ils sont moins malheureux de leur passage du côté obscur. Et dans ce cas-là, la série se démerde pour créer une situation qui donne quand même à Kuroko une motivation pour remporter le match. Effectivement, la série fait toujours le maximum pour que la situation fasse l'effet voulu, quitte même parfois à sacrifier la logique pour y arriver. Signalons dans la même veine qu'il y a souvent des éléments de scénario sortis de nulle part et rajoutés comme ça au débeauté pour ajuster la situation. Comme on garde tout du long ce même enjeu de comprendre et de réparer ce qui est arrivé à la Génération Miracle, c'est plus flagrant que dans Prince of Tennis, où les éléments sortis nulle part ont moins d'impact sur l'ensemble. Kuroko's Basket a les qualités et les défauts d'une histoire improvisée au fur et à mesure.
Les éléments ajoutés en cours de route transforment l'histoire. Pas toujours pour le meilleur, pas toujours pour le pire. Le coup de l'ami d'enfance de Kuroko, qui est sa motivation pour ne pas passer du côté obscur en même temps que les autres membres de la Génération Miracle, c'est un élément qui a sans doute été décidé à la fin, vu que ce n'est pas un ressort très utile. Kuroko aurait pu ne pas passer du côté obscur du fait que son talent l'oblige par définition à jouer avec les autres et à être attentif aux autres. Mais si c'est effectivement une série improvisée au fur et à mesure, j'ai déjà vu des séries se gâcher plus que ça en voulant improviser. À part le tout dernier match qui part dans n'importe quoi et est de toute façon plus faiblard car la série s'épuise, l'histoire globale n'a pas de défaut majeur. Je t'ai encore interrompu, c'est ça ? Oui, j'étais en train de parler de Kuroko. Franchement, je pensais que tu serais impatiente de parler de Kuroko. Oui, parle-nous de Kuroko. Kuroko est, à l'instar de Takumi dans Initial D, un personnage principal atypique. Son talent pour la prestidigitation lui vient d'un entraînement intensif, certes, mais l'idée lui est venue parce que personne ne fait attention à lui dans la vie de tous les jours. Et ça lui convient. Les collégiens que personne ne remarque souffrent de leur invisibilité en général, et dans la fiction, les personnages dans ce cas, a fortiori les personnages principaux, ont pour but de sortir du lot et de se faire remarquer. Pas lui. Ça le tracasse beaucoup plus d'être trop faible physiquement pour être performant au basket. Il faut dire que malgré son peu de présence, il n'a visiblement jamais eu de mal à se faire des amis, donc jamais eu de raison de souffrir du fait que ceux qui ne sont pas ses amis ne le remarquent pas. De fait, il est extrêmement discret, même pour nous. On ne sait rien de sa vie privée, on ne rencontre jamais sa famille, on ne le voit jamais chez lui, et pourtant on rencontre la famille des autres joueurs de Seirin, même les moins importants. Bah peut-être qu'on la rencontre, mais que comme ils sont aussi discrets que lui, on la remarque pas. Il extériorise rarement ses émotions. Apparemment, ça fait partie de son entraînement. Avoir une mine imperturbable aide à ses techniques de prestidigitation. Mais lui, en bon héros de dessin animé japonais, a poussé cette compétence à l'extrême. Il n'a qu'un seul visage pour à peu près tout, et une voix égale comme celle d'Arnold dans Hey Arnold. Je suis super énervé. C'est simple, ce mec c'est Droopy. Je suis dans une colère noire. Comme il y a un truc à toutes ces techniques de prestidigitation, et qu'il affronte des gens particulièrement motivés pour trouver le truc, il est censé en train d'inventer de nouvelles stratégies pour détourner l'attention. Du coup, soit parce qu'il avait déjà ce talent au départ et a pu le mettre à profit comme ça, soit parce qu'il l'a développé à force de faire ses tours d'illusionniste, il a un sens de l'improvisation et une ingéniosité hors du commun. En outre, il est particulièrement observateur et capable d'anticiper les réactions des gens. Il faut s'il veut en jouer pour détourner l'attention de lui. Et dans son équipe, c'est très souvent lui qui trouve l'astuce à appliquer pour mettre en difficulté l'adversaire. Au fil des épisodes, c'est ce sens de l'improvisation et cette ingéniosité, plus que ses tours de passe-passe, qui vont faire de lui un atout pour son équipe. Pas seulement, et on en vient à ce qui te fait dire qu'il est atypique comme personnage principal. Ce qui fait de lui un atout, c'est sa philosophie du basket. Le basket que Kuroko joue. En effet, là encore, on ne sait pas si c'est sa façon naturelle d'être ou s'il l'a développé à force de se spécialiser dans les passes stratégiques, mais ce gars ne vit que pour les autres et pour son équipe. Là où les autres membres de la Génération Miracle ont leur couleur dans leur nom, Kuroko est juste le terme japonais pour désigner les machinistes du théâtre japonais, qui sont invisibles derrière les acteurs mais essentiels à la pièce. Ce nom fait autant allusion à son invisibilité qu'à son renoncement total à son individualité au profit du groupe. Pour lui, le plaisir du basket, c'est avant tout de jouer avec ses amis contre d'autres amis. Être celui qui marque le plus de paniers n'a strictement aucun intérêt. L'intérêt, c'est de vivre à 10 un match amusant. En conséquence, il est celui qui s'intéresse le plus à la question du groupe et de ce qu'il faut faire pour que le groupe fonctionne. Si deux joueurs se disputent sur le terrain, c'est lui qui intervient pour les réconcilier. Si un joueur se laisse emporter par son énervement au point de faire des fautes, c'est lui qui le calme. Et comme il est ingénieux et a l'intelligence des situations, ses interventions sont efficaces. Il est donc un bon stratège et un bon motivateur pour son équipe. Mais tout ça en restant très discret et en se contentant de dire le bon truc au bon moment. Même si l'équipe d'en face a 100 points d'avance, une météorite peut tomber du ciel, et elle peut très bien venir s'écraser sur leur banc à la dernière minute. Ce type de personnage est en général le personnage secondaire qui n'intervient que pendant une scène décisive du film pour mettre le héros sur la voie. Ou alors... Non, c'est pas pareil. Pas la bonne couleur de cheveux. Et donc, à l'instar de Takumi, il était intéressant de faire de Kuroko le personnage principal, et que pour une fois, ce type de personnage soit le personnage principal. Malheureusement, c'est un projet que la série n'a pas réussi à tenir sur la longueur. Vers la fin, Kuroko devient pleinement le personnage secondaire qu'il aurait été dans une série classique. L'attention se porte sur celui qui n'était à la base destiné qu'à défendre les couleurs de Kuroko devant la Génération Miracle, Kagami. Kagami est loin d'être un mauvais personnage, mais c'est sûr qu'il est beaucoup moins original de voir un personnage comme lui devenir le principal qu'un personnage comme Kuroko. La série n'y perd pas en qualité, la perte de qualité vient d'autre chose. Mais elle y perd en originalité, ça c'est sûr. Physiquement, Kagami est au-dessus de la moyenne des joueurs lycéens. Il est très grand et n'a pas fini de grandir, et il a une très bonne détente dans les jambes qui lui permet de sauter haut. Comme il a grandi aux États-Unis, patrie du basketball, et y a fait pas mal de street basket, il a également une très bonne technique que peu de joueurs japonais arrivent à égaler. Kagami est une tête brûlée, dotée d'une ambition et d'une détermination sans faille, exceptionnellement doué pour le basket, ça vous en doutez, vu que ses yeux sont du même rouge que ses cheveux, mais esclave de ses émotions, et qui va devoir apprendre à gérer sa colère pour ne plus faire d'erreurs grossières sur le terrain.
Classique, certes. Mais si Kuroko a choisi Kagami comme champion pour défendre ses couleurs, ce n'est pas pour rien. C'est parce que Kagami aime sincèrement le basket. Celui qui se joue en équipe et contre des adversaires qu'on respecte. Le basket selon Kuroko, quoi. Certes, il lui arrive de jouer perso quand la situation dérape et qu'il a l'impression que c'est la seule solution pour s'en sortir, mais même dans ces cas-là, il ne le fait que pour le bien du reste de l'équipe, parce que ça lui paraît la stratégie à appliquer sur le moment. Cette adhésion à la philosophie du basket selon Kuroko est d'autant plus méritoire qu'il est aussi puissant que les membres de la Génération Miracle. Bon, peut-être légèrement moins au début de la série, mais assez puissant pour ressentir le même sentiment d'ennui en ne trouvant aucune équipe de son niveau dans les clubs de basket japonais, qu'il juge lamentable comparé aux clubs américains, mais qu'au lieu de devenir méchant comme c'est arrivé à la Génération Miracle, il s'est accroché à sa passion du basket et à son désir de rencontrer des adversaires forts, pas tant pour gagner que pour avoir le plaisir de disputer des matchs. Quand on lui demande sa motivation, il dit que c'est de devenir le joueur numéro 1 du Japon. Certes, mais il ne renoncera pas au respect d'autrui pour atteindre ce but. C'est également ce qui distingue les frères Elric des autres alchimistes dans FMA 2003. Ils sont déterminés, oui, mais pas au point de passer du côté obscur. Par ailleurs, avoir vécu aux États-Unis lui donne un point de vue différent sur sa responsabilité de monstre sacré. Contrairement aux membres de la Génération Miracle qui se sont retranchés derrière leur certitude d'être le meilleur, lui prend sa certitude d'être le meilleur au début de la série comme prétexte pour se trouver un club et pousser ses coéquipiers à sortir les doigts du cul pour élever le niveau du basket japonais. Dans ces circonstances-là, on comprend que Kuroko en fasse son champion. Par contre, on comprend moins que la série devienne sur lui qui devient de plus en plus fort, puisque depuis le début, s'il fallait rendre Kagami fort, c'était pour démontrer aux gens de la Génération Miracle qu'on peut être fort même en jouant avec les autres. Le dernier match essaie bien de redresser la barre en démontrant que la force ultime c'est de jouer avec les autres, mais... Ouais, ça sert à rien de le cacher, d'autant qu'on en a un peu parlé dans la dernière vidéo. À l'instar des OAV de Prince of Tennis, Kuroko's Basket devient en cours de route une série à super pouvoir. Au milieu de l'animé, on apprend que les joueurs exceptionnels comme ceux de la Génération Miracle ont accès à un mode Kaioken du basket appelé la zone, qui décuple les capacités pendant autant de temps que le joueur pourra le supporter. C'est-à-dire normalement pas très longtemps. Oui, c'est à ce point. À la base, on pouvait imaginer que c'était une métaphore pour parler d'un état de concentration particulièrement intense dans lequel on est plus performant qu'on ne le serait jamais en temps normal, c'est ce que les sportifs de la vraie vie entendent par là, mais sa place dans l'intrigue en fait un super pouvoir. Seul un joueur dans la zone peut rivaliser avec un joueur dans la zone. Y entrer est présenté comme lié au talent général, pas comme une aptitude spécifique. On y accède par une sorte de porte à la FMA, ça c'est métaphorique, mais cette porte est carrément inaccessible au commun des mortels. En d'autres termes, on peut être un moldu de la zone, et ça c'est pas métaphorique. Et ça rend réellement les yeux lumineux. Bref, Kagami et quasiment tous les joueurs de la Génération Miracle accéderont à la zone pendant la série. Mais Kuroko, lui, n'y accédera jamais. Ce qui semble la preuve que non seulement la série a oublié que Kuroko était le personnage principal, mais qu'en plus, elle a oublié qu'il est aussi un membre de la Génération Miracle. Pourtant, il a les yeux assortis aux cheveux aussi. En outre, s'il ne fait pas partie de la Génération Miracle, ça fait perdre de la valeur au fait, d'une part, qu'il soit le seul à ne pas être passé du côté obscur, et d'autre part, qui s'obstine à vouloir sauver les autres en leur envoyant Kagami. Pas sûr que la série ait oublié qu'il était de la Génération Miracle. Il n'en est pas le seul joueur qu'on ne voit jamais entrer dans la zone. Le seul autre qui est dans ce cas est un personnage qu'on ne voit plus jouer contre Kagami à partir de ce point dans la série. Donc, cet argument ne me convainc pas. À vrai dire, moi non plus. Je pense que l'auteur s'est pris lui-même au mot quand il a posé Kuroko comme un joueur vraiment pas fort mais invisible sur le terrain. Il n'a pas voulu en faire un monstre sacré comme les autres parce qu'il a tenu à ce que Kuroko reste vraiment le même personnage. Ce ne serait pas un souci, ce serait même plutôt une bonne idée, si parallèlement il n'avait pas eu l'air de se dire que, du fait précisément que Kuroko est ce type de personnage, c'est sur Kagami que doit finalement porter la série. Tu l'as dit, que Kuroko n'accède pas à la zone n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est que cette histoire de zone parasite le sujet principal de la série, qui était, je le rappelle, le basket que Kuroko joue. Maintenant, le sujet de l'histoire est à quel point on peut être badass quand on est dans la zone. Alors certes, lors du dernier match, il est révélé qu'il y a un deuxième niveau dans la zone, que ce deuxième niveau-là se débloque quand on a l'esprit d'équipe, l'esprit d'équipe étant incarné par Kuroko dans le délire de Kagami, mais à ce stade de l'histoire, ça fait plutôt la même impression que le début de Toy Story. Je suis intouchable. J'ai amené mon chien d'attaque, un champ magnétique intégré. Moi j'ai amené mon dinosaure et il mange les chiens à champ magnétique. Faut avouer que cette histoire de zone derrière la zone, c'est vraiment le truc de trop. L'introduction des super pouvoirs dans la série s'était faite de manière suffisamment progressive et soft pour passer jusqu'à ce stade-là. À peu près, on était un peu agacés, mais on pouvait essayer de l'ignorer en se concentrant sur l'action. Là, ça devient l'enjeu du match, donc impossible de passer outre. Ce n'est pas le premier couac de la série. Comme tu l'as dit, elle semble vraiment avoir été improvisée et du coup, il y a des éléments introduits en cours de route qui ont l'air un peu en trop. Mais là, c'est le dernier match et la série va se terminer sur cette note, c'est tellement frustrant.
Je persiste à penser que le plus frustrant, c'est que la série finit par oublier que c'est Kuroko le héros et décide que c'est Kagami. Ce qui est con, parce que Kuroko est un héros bien plus intéressant, et que le type d'histoire dont Kuroko peut être le héros est franchement plus intéressante. De plus, Kuroko est le Flash de la Génération Miracle, leur conscience. Même le Big Boss, le méchant principal, le dernier à être affronté, a envie de lui prouver qu'il a tort, tellement c'est dérangeant de pas avoir son approbation. Tellement c'est perturbant que lui ne soit jamais passé du côté obscur. Et c'est lui qui a son nom dans le titre, bordel de merde! Soyons justes. Kuroko's Basket, c'est surtout l'histoire d'un duo. La série insiste beaucoup sur le fait que les tours de prestidigitation de Kuroko marchent d'autant mieux qu'il joue aux côtés de Kagami, qui attire toute l'attention et permet ainsi à Kuroko de se faire oublier. Kuroko qualifie Kagami de lumière dont il est l'ombre. Ce n'était pas une envolée poétique de notre part tout à l'heure. La série utilise énormément cette métaphore de l'ombre et de la lumière pour expliquer comment ça fonctionne. Nous ne l'utilisons pas parce que c'est un peu une expression trompeuse. Kagami serait fort même s'il n'avait pas Kuroko pour l'épauler. D'ailleurs, il a régulièrement besoin de se rassurer à ce sujet en jouant sans Kuroko. Et Kuroko pourrait sans doute parvenir à ses fins seul s'il le voulait. Mais il ne veut pas, c'est la base de sa démonstration. C'est sa collaboration avec Kagami qui doit venir à bout de la Génération Miracle. Pas lui, pas Kagami, leur collaboration. L'idée est de démontrer que le basket se joue en équipe. Les deux membres du duo se devaient d'être mis en avant. D'ailleurs, t'avais pas dit que ce type de série se devait d'être avec de beaux héros sexy et hautement shippables? Jolie façon détournée de me demander à quel point la série se prête au shipping entre personnages. La réponse est... pas tellement. Certes, l'amitié et l'affection qui les relient est très soulignée, vu qu'elle sert de motivation, mais la série n'en joue pas autant que pourrait le faire un Hikaru no Go ou un Prince of Tennis. Déjà, parce qu'à part le duo principal et les membres de la Génération Miracle, la série ne développe pas tellement ses personnages. En dépit du fait qu'on voit la famille de chacun des coéquipiers de Kuroko avant la finale du tournoi, on retient assez peu les membres de l'équipe de Seirin. Nous avons mis la moitié de la série à réaliser qu'il y en avait un qui ne parlait jamais. Et vu que la mise en scène reste très discrète sur le fait que la coach et le capitaine de l'équipe sont très probablement en couple ou en passe de l'être, elle n'a pas de raison d'en faire des caisses sur l'ambiguïté de la relation de Kuroko et Kagami. D'un autre côté, il y a effectivement autant de tensions amoureuses entre Kuroko et Kagami qu'entre Riko et Yuga, dont la relation est plus ou moins confirmée vers la fin de la série. C'est-à-dire pas beaucoup. Riko et Yuga, à vrai dire, sortent un peu du lot, et la série introduit tardivement un autre joueur marquant dans l'équipe, Teppei Kyoshi. Mais la Génération Miracle et leur relation à Kuroko étant un sujet bien plus intéressant, c'est sur eux que la série s'attardera. C'est de là que la série tire sa réputation de ne pas développer ses personnages. En fait, ce n'est pas qu'il n'y a pas de développement de personnages, c'est qu'il n'est pas là où on l'attend. Les membres de l'équipe de Seirin ne sont pas des personnages, ce sont des éléments scénaristiques. Ceux qui sont des personnages, c'est les membres de la Génération Miracle. Donc parlons avant tout d'eux. Du coup, on ne parlera ni de Riko, ni de Yuga, ni de Teppei. Ce qu'il y a à dire d'eux est bref. Riko Aida est la coach de l'équipe. Elle est la fille d'un ancien joueur professionnel et a un talent naturel pour déterminer le potentiel physique de quelqu'un dès le premier regard. Elle est également douée pour deviner quel type d'exercice convient à qui et quelle stratégie est la meilleure face à quelle équipe. Bref, c'est une bonne coach. Junpei Yuga, le capitaine de l'équipe, est un gentil garçon qui se transforme en brute dès que la partie devient sérieuse. Un peu à la façon de Kawamura dans Prince of Tennis. Sauf que lui, sa dépersonnalisation a une origin story. Il a un talent particulier pour marquer des paniers à 3 points de loin. Teppei Kyoshi est le fondateur du club, même s'il a préféré laisser la place de capitaine à Yuga. Comme tous les personnages introduits tardivement dans une série, c'est un peu un garistou. C'est un général sans couronne. T'es sûr que ça a un intérêt quelconque de parler de ça? Ça fait partie de ces trucs sortis de nulle part au fur et à mesure. Tout de même, ne serait-ce que pour situer la série sur l'échelle de l'emphase qui va de Initial D à Prince of Tennis. Il y a cette rhétorique très spectaculaire, les généraux sans couronne. Des joueurs exceptionnels d'un an plus vieux que la Génération Miracle, restés dans l'obscurité parce qu'ils ont eu la malchance de leur être contemporain et de ne pas jouer dans une équipe constituée de monstres sacrés comme eux. Rien à ajouter sur eux en réalité. Je voulais juste signaler qu'ils existent, qu'ils sont 5, qu'on leur donne un nom qui claque, mais que comme on n'est pas dans One Piece et qu'il n'y a pas la place dans Kuroko's Basket pour 2 factions d'adversaires formidables, la série ne fait finalement pas grand chose de ces généraux sans couronne, à part que Teppei est l'un d'entre eux. Il est doué pour la défense comme pour l'attaque et sous ses airs désinvoltes, c'est un fief et manipulateur qui sait exactement quoi dire et quand pour que les gens réagissent comme ils le souhaitent et obtenir toujours ce qu'il veut. Il s'est blessé au genou lors du précédent tournoi interlycée, ce qui fait qu'il devra renoncer prochainement à jouer au basket pour se rééduquer. L'équipe de Seirin n'a donc pas le choix. Si elle veut offrir à Kyoshi la possibilité de remporter un tournoi interlycée, c'est cette année ou rien. Malheureusement, une fois ces éléments introduits, la série ne s'attarde plus dessus car le parcours psychologique de la Génération Miracle, qu'il faut guérir du côté obscur, est un très gros sujet qui mérite toute l'emphase possible. C'est un crève-cœur à admettre, mais vraiment, redisons-le, les membres de l'équipe de Seirin, bien qu'ils aient des gimmicks et des micro-arcs personnels, n'ont absolument aucune importance. C'est la Génération Miracle qui compte. Parlons donc de la Génération Miracle. Parlons-en par ordre d'apparition. Qui c'est le premier que nos héros ont à affronter? Qui c'est?
Bah c'est ce que je te demande, qui c'est? Bah c'est lui, qui c'est? Bah j'en sais rien moi, qui c'est? C'est qui c'est? Il s'appelle qui c'est? Ryota qui c'est? Qu'est-ce que t'avais compris? Ryota qui c'est est un enfant star qui, après une carrière dans le mannequinat, oui, au collège, a décidé de faire du basket, le seul sport à la hauteur de son désir de se dépasser. Il a les yeux et les cheveux jaunes. Son talent, à part son excellente condition physique héritée de sa carrière de mannequin, est d'être capable d'imiter la gestuelle de n'importe qui après ne l'avoir vue qu'une fois. Il repère en quelques secondes ce qui rend la moindre technique efficace et peut la reproduire presque à l'identique. Comme il est un professionnel du spectacle, il garde son attitude enjouée et joviale même pendant la période où il est du côté obscur. Par conséquent, il est assez difficile de déterminer à quel moment il y est passé, mais en tout cas, il y est passé comme les autres. L'idée d'humilier l'ami de Kuroko en faisant un score avec que des 1, c'était la sienne. Chez lui, ça ne se manifeste de toute façon que par son indifférence vis-à-vis de ce que peuvent ressentir ses adversaires s'ils montrent trop clairement qu'ils s'ennuient. Il est donc le moins antipathique de la génération miracle. Il faut dire qu'il est le dernier à devenir méchant et le premier à redevenir gentil. Et pas tellement parce qu'on l'a obligé à se remettre en question en lui faisant affronter Kagami. Cette démarche de remise en question, il la commence plus ou moins tout seul en allant à la rencontre de Kuroko pour lui manifester son regret qu'ils ne jouent plus ensemble, qu'ils ne s'entendent plus. Kuroko le reçoit un peu comme un chien dans un jeu de quilles. Sans doute parce qu'il est au courant que l'idée du score avec que des 1 c'était la sienne, mais à ce stade de la série, on n'est pas sûr que cet aspect du scénario avait déjà été décidé. L'enchaînement des révélations sur la backstory donne vraiment l'impression qu'au départ, l'idée était que les membres de la génération miracle avaient toujours été des individualistes obsédés par la victoire qui n'ont jamais été amis entre eux, et que cette idée s'est progressivement transformée en « ils sont tragiquement passés du côté obscur à la faveur de mauvaises coïncidences et parce qu'ils étaient trop forts ». Ainsi, Kuroko prétend au début de la série avoir très peu parlé à Kisei du temps où ils étaient collégiens, ce qui sera lourdement contredit par la suite, et je pense qu'il n'a pas toujours été prévu que Kuroko soit de mauvaise foi sur la question. Plus tard dans la série, Kuroko dira avoir beaucoup jalousé le talent de Kisei au moment où ils jouaient ensemble au collège. Mais ça sort complètement de nulle part vers la fin de la série et ça ne colle franchement pas au personnage de Kuroko. Alors j'ai pas très envie de le prendre au sérieux. J'ai plutôt le sentiment qu'il ne prend pas la démarche de Kisei de venir le voir comme une remise en question satisfaisante. En effet, Kisei se présente devant Kuroko en faisant comme s'il n'y avait aucun malaise entre eux, ce qui oblige Kuroko à lui rappeler que si, ce qui est toujours fortement désagréable à faire quand tu es l'offensé. Ce n'est qu'une fois que son équipe et celle de Seirin auront disputé un match amical qui s'achèvera sur la victoire de Seirin que Kisei et Kuroko pourront discuter à cœur ouvert, mettre les choses à plat, et que Kisei écoutera enfin ce que Kuroko a à dire sans faire mine de pas comprendre. Sur le moment, il paraîtra pas plus convaincu que ça, mais on constatera par la suite, dans les autres matchs qu'il jouera, que les paroles de Kuroko lui ont quand même fait de l'effet, et l'ont amené à se poser la question du travail d'équipe et du respect des adversaires. C'était facile en fait. C'était facile. Normal, Kisei est le premier adversaire, le plus facile à convaincre et le moins méchant. C'est déjà un peu plus compliqué avec l'adversaire suivant, Shintaro Midorima. Midorima a les yeux et les cheveux verts. Son talent est de parvenir à marquer des paniers à coup sûr depuis n'importe quelle partie du terrain. En dehors des matchs, ils se bandent les doigts pour protéger leur sensibilité et conserver la meilleure perception tactile possible du ballon lorsqu'il est en match. Fils d'une grande famille, il est prétentieux, froid et profondément superstitieux. Très profondément. Il ne fait rien sans avoir au préalable consulté son horoscope et se balade constamment avec un objet aléatoire dans les mains que les prévisions du jour auront déclaré comme étant le porte-bonheur devant l'accompagner toute la journée. La série donne des idiosyncrasies à la One Piece à certains de ses personnages, mais Kuroko's basket n'est pas One Piece, donc ces idiosyncrasies ne sont jamais autant incorporées à l'intrigue que dans One Piece. Que Midorima soit pathologiquement superstitieux ne sert qu'à des gags, et à expliquer pourquoi il dédaigne plus Kuroko que ne le fait Kisei, à cause de son groupe sanguin. Ah. Capricieux et tyrannique, Midorima en fait voir de toutes les couleurs à son entraîneur ainsi qu'à son coéquipier Takao, qui l'oblige à faire ses 4 volontés. A noter qu'à première vue, Takao se fait martyriser par Midorima, mais en réalité ça ne le dérange pas tellement de faire ses 4 volontés vu qu'en contrepartie, Midorima fera gagner son équipe de basket à tous les coups. Ces gens vont vraiment trop loin pour se garantir une victoire au basket. Midorima est celui qui, parmi la génération miracle, a le caractère le plus égal. Habitué à être servi et à se fier au présage, il était comme il est bien avant de passer du côté obscur et le reste même après en être revenu. D'ailleurs, une fois mordu par le virus Kuroko et converti au concept du respect d'autrui et de l'esprit d'équipe, il se donnera beaucoup de mal pour convaincre tout le monde en vain qu'il est toujours aussi arrogant et toujours aussi indifférent au sort d'autrui, en particulier celui de Kuroko et son équipe. Il affronte les Seirin non pas en match amical, mais à l'occasion du tournoi interlycée. La discussion qui a lieu entre Kuroko et Kisei suite à leur match n'a pas lieu entre Kuroko et Midorima. Mais la façon dont les Seirin, en particulier Kuroko et Kagami, ont joué ensemble pour le vaincre a malgré tout beaucoup marqué le joueur aux cheveux verts, parce qu'à partir de ce stade, il sera dans le public à chacun de leurs matchs, en espérant bien sûr ne pas être repéré.
Midorima est plus un personnage comique qu'autre chose. Le véritable premier adversaire pour Kuroko et Kagami sera Aomine. D'ailleurs, il est le premier à réussir à les battre. La série s'autorise des choses que Prince of Tennis ne s'autorise pas de ce point de vue, et n'est vaincu qu'à l'occasion d'un second affrontement. On a dit qu'on présentait les membres de la Génération Miracle par ordre d'apparition. Bah oui, après Midorima, c'est Aomine. Pas exactement. Comment ça? Ah oui, j'avais oublié. J'aurais bien aimé oublier aussi. Viens là, mon petit Tetsu, tu m'as tellement manqué. La Génération Miracle, ce n'était pas juste 6 joueurs monstrueux. C'était également un manager tout aussi monstrueux. Satsuki Momoi a des yeux et des cheveux roses, ainsi qu'une énorme paire de nibards dont la série adore insister sur le fait qu'elle est énorme. Mais faisons abstraction de ces nichons pour l'instant, si la série nous y autorise. Son talent, c'est le data basket. Elle n'a pas son pareil pour collecter des données sur les futurs adversaires de son équipe et devient du coup capable d'anticiper la moindre de leurs réactions, à la manière d'Inui dans Prince of Tennis. Momoi aurait pu être un personnage intéressant si ça avait intéressé les scénaristes de parler de ce talent, ou de la relation qu'elle entretient avec les joueurs de la Génération Miracle. Mais ils ont trouvé infiniment plus drôle de faire des plans sur son maillot de bain qu'elle fait claquer, de faire baver les personnages sur la taille de sa poitrine, ou de la faire charrier Riko out of nowhere sur le fait que de la poitrine, Riko n'en a pas, alors qu'elle n'a aucune raison particulière de faire ça et que sincèrement, je connais aucune fille à grosse poitrine qui en a quelque chose à foutre de la taille des seins chez les autres filles. À moins d'être complexée par les leurs, ce qui n'est clairement pas le cas de Momoi. Les Japonais ont beaucoup de qualités, mais leur conception de l'humour a parfois tendance à gâcher des trucs qui avaient pourtant un bon potentiel. Sans compter qu'il n'y a pas que Momoi. L'ancienne entraîneuse de Kagami fait l'objet de gags comparables. Or, contrairement à Midorima qui est authentiquement drôle, Momoi ne l'est pas. Il faut dire que ces gros seins ne sont pas le seul gag. L'autre, c'est qu'elle est complètement érotomane et persuadée d'être la petite amie de Kuroko. On n'a pas mis au courant que pour sortir avec quelqu'un, faut que le quelqu'un soit d'accord. Bon, faut admettre que Kuroko semble avoir complètement renoncé à la repousser, vu que ça sert à rien, mais l'air blasé qu'il a quand elle se jette sur lui ne laisse aucune ambiguïté sur son peu d'enthousiasme à ce sujet. Vous vous souvenez de la copine de Sakuno dans Prince of Tennis, celle qui harcelait Ryoma pour que Sakuno paraisse sympathique en comparaison? Bah imaginez la même mais sans Sakuno. Ça marche pas. Accessoirement, c'est pas très important, mais j'ai jamais supporté qu'on fasse dire aux personnages féminins de fiction que s'ils réussissent, c'est grâce à l'intuition féminine. L'intuition féminine, ça n'existe pas. Les femmes ne sont pas des extraterrestres, ce sont des gens comme tout le monde. D'ailleurs, Riko réussit à avoir un coup d'avance sur Momoi lors du match contre eux. Et elle ne prétend pas que c'est l'intuition féminine, elle prétend juste qu'elle connaît son boulot, ce qui est le cas. Pourtant, le rôle joué par Momoi dans les flashbacks, lorsque les membres de la Génération Miracle commencent à tourner mal, était intéressant. Ça devrait être ça qu'on met en avant chez elle. Je sais que je dis ça souvent, mais vraiment, je comprends pas ce que les auteurs ont voulu faire avec ce personnage. Je pense qu'ils ont pas fait ce qu'ils voulaient faire surtout. Factuellement, si Momoi est devenu manager de l'équipe de basket au collège, ce n'est pas pour Kuroko, mais pour son ami d'enfance, Aomine. Et c'est Aomine qu'elle a suivi au lycée parce qu'il a besoin de soutien, pas Kuroko. Mais la série n'arrive jamais au stade où elle prend conscience que ce qu'elle éprouve pour Kuroko n'est pas vraiment sérieux, et que celui qu'elle aime réellement, c'est Aomine. De conditions physiques aussi exceptionnelles que Kagami, Daiki Aomine, qui a les cheveux et les yeux bleu foncé, par opposition à Kuroko qui a les cheveux et les yeux bleu clair, a aussi une vitesse exceptionnelle qui le rend très difficile à contrer en dribble. C'était le joueur le plus talentueux de la Génération Miracle. Il est le premier ami que Kuroko ait eu au collège, celui qui l'a le plus encouragé à ne pas renoncer au basket malgré sa faible condition physique. Il est également le plus sincère, tant dans sa gentillesse que dans sa méchanceté. C'est l'amour du basket qui lui rend insupportable le fait de ne plus pouvoir jouer à fond et le fait que plus aucun adversaire n'ait la niaque face à lui. C'est l'amour du basket qui le désespère au point qu'il se met à sombrer dans la dépression et sécher les entraînements. Ce qu'il veut, ce n'est pas prouver qu'il est le plus fort, contrairement à Midorima, à Kisei ou aux deux autres. Ce qu'il veut, lui, c'est avoir de nouveau l'occasion de se donner à fond dans un match. Il y arrive presque quand il se bat contre Kisei, mais ce n'est pas encore suffisant pour le satisfaire. En réalité, il veut perdre. Il veut perdre en s'étant donné à fond pour avoir de nouveau un horizon à dépasser. Son problème est résumé en un slogan qu'il répète sans arrêt. Le seul qui puisse me battre, c'est moi-même. Le fait d'avoir un trop gros écart de niveau avec tout le monde lui inspire un mélange de dégoût et de dédain, dont seule la défaite pourrait le guérir. C'est surtout lui que Kuroko veut sauver en le mettant face à Kagami. Le souci étant que son slogan ne sort pas de nulle part. C'est lui qui se révèle réellement difficile à battre, même pour Kagami, ce qui est d'autant plus dur à accepter que lui et son équipe sont particulièrement arrogants, et que connaissant bien Kuroko, il sait exactement quoi lui dire pour lui faire perdre son impassibilité naturelle et l'humilier au point de lui arracher des larmes. A noter que, autant dans Prince of Tennis, une équipe battue au début de la série continue à être considérée comme une équipe forte malgré tout,
Autant dans Kuroko's basket, à partir du moment où les Seirin ont été battus une fois, ils ont beau avoir été jusqu'au play-off du tournoi interlycée et avoir Kisei et Midorima sur leur tableau de chasse, c'est fini, ils sont unanimement reconnus comme une équipe faible par l'ensemble du monde du basket lycéen. Il faut attendre qu'ils recommencent à enchaîner les victoires pour qu'on les reconsidère comme une équipe crédible. La seule explication que je vois à ça, c'est que c'est d'autant plus impardonnable de perdre, si c'est contre une équipe particulièrement arrogante. La guérison d'Aomine étant l'un des enjeux majeurs de la série, elle se doit d'être lente. Non seulement ça prend 2 matchs de lui infliger la défaite dont il a besoin, mais il lui faut également un long moment par la suite pour quitter sa carapace de bad boy ténébreux, pour montrer qu'il est redevenu le Aomine que Kuroko a connu au collège. D'ailleurs, la tension retombant, il faut introduire de nouveaux éléments scénaristiques sortis de nulle part pour rendre crucial l'affrontement contre l'adversaire suivant, Murasakibara. Atsushi Murasakibara est grand. Très grand. Plus grand encore que Kagami, qui est déjà un géant selon les critères du basket japonais. La plupart du temps, il laisse ses longs cheveux violets, de la même couleur que ses yeux évidemment, lui tomber à moitié sur la figure, ce qui lui donne l'air apathique. Son attitude renforce cette impression. Il parle lentement d'un ton fatigué et semble ne s'intéresser à rien, à part la nourriture. Il est toujours en train de grignoter, quelles que soient les circonstances. À première vue, il a l'air d'être juste un mur infranchissable, sauf que non. Partisan du moindre effort et démotivé, il l'est, c'est sûr, mais ça ne l'empêche pas d'avoir des réflexes aiguisés qui lui permettent d'utiliser sa grande taille à bon escient pour traverser le terrain en peu de temps et se retrouver où il faut quand il faut. Il peut se servir de ce talent aussi efficacement en attaque qu'en défense, mais comme il est paresseux, il préfère la défense, histoire d'avoir à bouger le moins possible. Car Murasakibara n'aime pas le basket, c'est ça le truc avec lui. Il est extrêmement doué, et estime qu'il doit faire ce pourquoi il est extrêmement doué afin de montrer sa valeur, mais le fait d'être extrêmement doué ne le motive même pas, vu que ça vient d'abord du fait qu'il est très grand et qu'il n'y a aucun mérite à être très grand. Le basket ne l'intéresse pas, et il a de ce fait une profonde rancune contre ceux qui font du basket par passion, a fortiori si cette passion ne se justifie pas par un talent égal au sien. Comme il n'y en a pas beaucoup de talents égaux au sien, il se met très souvent en colère contre ses adversaires, et peut devenir très brutal. Je vais vous montrer à quel point vous êtes à côté de la plaque avec vos idéaux sportifs à la con. Murasakibara est un monstre, au sens monstrueux, inhumain, hors norme, à la limite du surnaturel. Nous avons présenté tous les membres de la génération miracle comme étant des monstres, mais les 3 précédents étaient surtout des êtres sombres et dangereux. Lui est le premier à dégager une impression d'inhumanité. On l'introduit dans la série en même temps qu'un autre joueur, tout droit débarqué du passé de Kagami, avec une belle histoire émouvante à raconter sur lui. Donc on s'attend à ce que Murasakibara soit juste le gorille de ce personnage. Sauf que cet ami de Kagami et son histoire triste sont des feux de paille. Vaincre Murasakibara pour lui apprendre à respecter ses adversaires va bien être l'enjeu du match contre son équipe. Vous vous doutez que pour qu'il soit hargneux à ce point envers ceux qui ont la chance d'aimer le basket, Murasakibara est loin d'être aussi indifférent qu'il prétend l'être. Mais n'ayant jamais été mis en difficulté, il n'a jamais eu de raison de s'amuser en jouant. Là encore, le vaincre est le passage obligé pour le rendre meilleur. Comme toujours dans ce genre de série, les adversaires sont ravis de perdre. Ils pleurent beaucoup, on pleure beaucoup dans cette série, mais à long terme ils se montrent satisfaits, car la défaite leur procure toujours un enseignement dont ils avaient besoin. Il n'y en a qu'un seul qui reste méchant, dans un match annexe des héros contre une équipe sans membre de la génération miracle. Celui-là fait d'ailleurs une blague sur le fait qu'il restera un connard même après avoir perdu. Y a pas que lui, y en a un autre. Aizaki, un type avec les cheveux et les yeux gris, sorti tout droit du passé de la génération miracle et qui a toujours été un méchant très méchant. Il perd contre Kisei, pas contre Kuroko, mais en tout cas il reste méchant et son match contre Kisei sert plus à mettre en valeur Kisei maintenant qu'il est redevenu gentil qu'à autre chose. À part ces deux-là, effectivement, ceux qui perdent deviennent gentils, et ceux qui n'aiment pas le basket se mettent à l'aimer après avoir perdu. C'est pas du tout comme ça que ça marche dans la vraie vie. Alors c'est à ça que ça ressemble, la défaite. C'est pas terrible comme sensation. Quoi qu'il en soit, pour Murasakibara, vu comment on l'a installé et le monstre qu'on en a fait, l'idée qu'une défaite suffise à le rendre bon est un peu dure à avaler. Alors, pour les héros, il ne va pas falloir se contenter de le vaincre, il va d'abord falloir lui faire prendre la partie au sérieux, au point qu'il s'attache les cheveux. De toute façon, même s'il se calme après sa défaite et s'ouvre à l'idée de respecter autrui, voire d'éprouver de l'amitié, il reste tout de même un grand gars monstrueux qui bouffe tout le temps et parle sur un ton apathique. Mais bon, c'est un monstre apprivoisé maintenant. Reste plus que le dernier et non le moindre. On nous l'a teasé pendant toute la série. On a mis près de la moitié à nous révéler son visage. On nous l'a vendu comme étant le seul à avoir de l'autorité sur les autres membres de la génération miracle. Le seul que Murasakibara écoutait. Celui qui anticipe à l'avance tous les scénarios et gagne toutes les parties. Celui qui sait toujours quoi utiliser chez qui pour obtenir quoi. Celui qui n'a jamais été vaincu au shogi même par Midorima. Celui qui a fait découvrir son talent à Kuroko. Et c'est contre lui qu'est joué le match le plus nul de toute la série. Celui avec la zone derrière la zone. Moi j'ai amené mon dinosaure et il mange les chiens à champ magnétique. Physiquement, c'est Kuroko en rouge. On s'attend du coup à un méchant de type Nega Ninja, et on n'aurait pas tort.
Après tout, si Kuroko était le cœur de son équipe, Seijuro Akashi en était le cerveau. Kuroko savait comment les motiver, et Akashi savait quoi leur faire faire. Cependant, à l'instar de Momoi, Akashi a un très bon concept sur le papier, mais n'est pas aussi bien utilisé qu'il le devrait par la série. Déjà, parce qu'au moment du match contre lui, comme nous avons déjà dit, la série a complètement oublié que c'était Kuroko le héros. Donc si jamais il y a eu le projet de faire de Akashi un Dark Kuroko, c'est passé à la trappe. Ensuite, parce que trop de twists tue le twist. Akashi aurait pu être un gars sympa qui subit une pression de la part de son éminente famille pour ne jamais perdre et passe du côté obscur comme ça. Mais c'était trop attendu, pas assez surprenant. Il a fallu ajouter à ça une histoire de double personnalité déclenchée par cette peur de perdre. C'est déjà une drôle d'idée, vu que le sujet de la dépersonnalisation avait déjà été introduit sous l'angle humoristique à travers le capitaine de l'équipe de Seirin. Étrange d'en faire d'un seul coup un problème sérieux. Et devinez quoi? Cet ajout n'apporte rien. Absolument rien. Sans l'histoire de la double personnalité, l'intrigue aurait été absolument identique. Pas tout à fait. L'histoire de la double personnalité permet d'une part de justifier qu'Akashi soit le seul à ne pas être aussi perturbé que les autres d'affronter Kuroko, c'est sa personnalité d'origine qu'il est, pas la personnalité méchante née de la peur de perdre. D'autre part d'en faire un monstre encore plus monstrueux que Murasaki Bara, qui avait quand même mis la barre sacrément haut. Je soupçonne que ce soit aussi pour faire un personnage campé comme dangereux parce que rien ne le convaincra, et ne pas revenir sur cette inflexibilité. Au lieu d'être convaincu à la fin, il est effacé et remplacé par la personnalité d'origine. Quoi qu'il en soit, le deuxième effet qui se coule de cette double personnalité, c'est que le talent particulier d'Akashi n'est pas le même selon qu'on parle du Akashi normal ou de Big Bad Akashi. Dans les deux cas, il faut que ce talent soit impressionnant, car à l'instar de Kuroko, Akashi est plutôt de petite taille, même s'il a une bien meilleure condition physique et une bien meilleure technique que son sosie bleu. Big Bad Akashi utilise une technique qu'il appelle les yeux de l'empereur. Ça a vraiment l'air d'être de la magie. Il regarde les gens et ceux-ci tombent par terre ou ratent toutes leurs actions. En réalité, il se sert de son sens de l'anticipation, exercé par sa pratique du shogi, pour prendre une position qui influence son adversaire et lui fait adopter une posture qui lui fait perdre l'équilibre. Akashi normal, lui, a tout simplement le pouvoir de faire passer tous ses coéquipiers dans la zone avec lui. Ça par contre c'est réellement de la magie. Comme Midorima, Akashi vient d'une grande famille, encore plus grande même, et est le riche héritier d'un empire industriel. Il a perdu sa mère jeune et a été élevé par son père intransigeant, qui exige de lui qu'il excelle en tout. Ce père exigeant n'a toléré qu'il fasse du basket que parce qu'il y était aussi imbattable que partout ailleurs. Cependant, quand les autres membres de la Génération Miracle ont commencé à perdre leur motivation, l'idée a commencé à leur venir de se mesurer les uns aux autres, et là, Akashi a réalisé qu'il pourrait perdre contre eux, et se voir interdire par son père de pratiquer la seule activité qui le rend heureux. Cette idée l'a paniqué, et c'est de cette panique qu'est né Big Bad Akashi, qui est prêt à tout pour rester le premier, même utiliser son sens de l'anticipation pour faire perdre l'équilibre à son adversaire. Tout au long de la série, avant d'avoir tous les détails, on a l'impression que le twist final, ça va être qu'Akashi a volontairement poussé ses coéquipiers à se démotiver et à brider Kuroko de manière à être sûr que personne ne progresse jamais assez pour être capable de le battre. Il y a une scène en particulier qui donne cette impression, celle où Aomine est en passe de sombrer dans la dépression tellement ça le démotive d'être le plus fort, et où Akashi donne à Kuroko un conseil crucial pour encore creuser l'écart au score. Donc je me demande si faire d'Akashi le grand responsable de ce qui s'est passé n'était pas le projet d'origine, d'autant qu'il y a aussi cette déclaration étrange et qui ne sera jamais vraiment expliquée, comme quoi les joueurs de la Génération Miracle sont tous restés sur le banc lors des phases finales du tournoi d'été, et qu'Akashi en serait à l'origine. Mais au final non, la série ne révèle rien de tel sur Akashi. Déjà, il n'a pas bridé Kuroko. Les conseils qu'il lui a donnés étaient donnés de bonne foi par le gentil Akashi, et c'était effectivement les bons. Ensuite, il n'a pas poussé les autres à passer du côté obscur, il les a juste laissés faire. Big Bad Akashi n'a pas besoin d'une équipe soudée, il a besoin d'une équipe qui gagne à coup sûr. Autoriser tous les membres à jouer perso et à se mesurer les uns aux autres pendant les parties était la façon la plus rapide et la plus efficace. À la rigueur, on pourrait se dire qu'en agissant ainsi, il a neutralisé Kuroko, qui est le seul qui aurait pu entraîner l'équipe à accepter l'éventualité de la défaite. Mais la série n'insiste pas spécialement sur ça parce que, on l'a déjà dit plusieurs fois, à ce stade, elle a oublié que c'était Kuroko le héros. Ce qui est d'autant plus idiot que le gentil Akashi, qui réapparaît à la fin du match après qu'on a vaincu Big Bad Akashi, est bien un double de Kuroko. Son pouvoir, c'est son équipe, exactement comme Kuroko. Quitte à faire basculer la série en mode Kuroko's Ball Z. Faites-moi un affrontement final entre le héros et son arc ennemi. Montrez ce que ça donne quand Kuroko entre dans la zone. Ne lui faites pas affronter un autre prestidigitateur introduit à la dernière minute. Ne le ridiculisez pas en montrant qu'il a perdu son talent en prenant goût au fait d'être marqué. N'en faites pas un figurant dans une série où il y a son nom dans le titre. Nous passons beaucoup de temps dans cette vidéo à nous plaindre, mais il ne faut surtout pas croire que ça veut dire que la série est mauvaise, au contraire. Les moments faibles, parce que ce n'est jamais que des moments, et c'est ballot que l'un d'entre eux soit le match de fin, ne sont insupportables que parce que le reste est extrêmement jouissif. La série démarre plus lentement que Prince of Tennis et n'en atteint donc pas les sommets. Mais quand elle démarre, elle procure des sensations comparables. Puisque ce qui est jouissif semble, comme ce qui est insupportable, dû au fait que la série ne se refuse aucune improvisation ni aucune introduction à la dernière minute d'éléments marquants,
On va dire qu'on n'a rien sans rien et que les défauts de la série sont le prix à payer pour ses qualités, et que ses qualités valent pleinement ce prix. À noter quand même que la série a un rapport étrange à sa cohérence. Le sentiment d'improvisation vient de l'introduction d'éléments qui, en toute logique, auraient dû être préparés avant. Mais il n'y a pas de contradiction insurmontable, et on se retrouve parfois à la fin de la série à se dire « Eh, mais en fait, si Kuroko a prétendu en revoyant qui c'est pour la première fois qu'il ne se parlait pas beaucoup au collège, alors qu'on voit dans les flashbacks qu'il se parlait beaucoup en réalité, c'est parce que Kisei est à l'origine de l'humiliation de son ami d'enfance, et qu'il lui en veut pour ça. Comme si des éléments introduits à la fin de la série avaient été préparés dès le début. En outre, la plupart des flashbacks sont réanimés à l'identique chaque fois qu'on les réévoque. Attention, pas recyclés, réanimés. Dans certains, on introduit des détails qui n'étaient pas dans les précédentes occurrences de la scène. Comme ce flashback où l'équipe de Seirin croise la Génération Miracle au précédent tournoi et qui est animé tour à tour du point de vue de Seirin et du point de vue de la Génération Miracle, mais reste quand même la même scène sans le moindre écart. Et à côté de ça, le passé de Teppei Kiyoshi est raconté deux fois, de deux manières différentes. Pareil pour la scène où Momoi tombe amoureuse de Kuroko. Quand la série n'est pas cohérente, ce n'est pas par incompétence ou par paresse, c'est parce qu'elle a estimé que sur ce coup-là, elle n'avait pas besoin de l'être. Par ailleurs, les pistes lancées à droite à gauche au fil de l'histoire sont parfois abandonnées en cours de route, mais la plupart du temps, leur abandon est justifié par une raison scénaristique et esthétique. Le vieil ami de Kagami, dont l'arc personnel est négligé, se révèle finalement suffisamment peu puissant pour justifier qu'on ne s'attarde pas sur lui pendant le match, et ce manque de puissance, qui l'empêche d'accomplir son destin, a un rôle esthétique dans l'histoire. Le seul vrai élément scénaristique que la série laisse tomber sans raison ni résolution, c'est le basket que Kuroko joue. Ce qui, on le répète, est ballot puisque c'est le titre. C'est laissé tomber comme on a dit dans le dernier match. Mais l'épilogue de la série est quand même bien sur ça. Sur les membres de la Génération Miracle guéris qui retrouvent le plaisir du basket et du jeu en équipe. D'ailleurs, cet épilogue est vraiment profondément satisfaisant. Pour le coup, Prince of Tennis n'a rien de comparable. Il est exactement le type d'épilogue que j'aurais voulu voir dans la série Spider-Man. Comme quoi, les épilogues, c'est pas une mauvaise idée de base, et c'est parfaitement possible de les réussir. C'est juste un peu dommage qu'il y ait un film pas très intéressant se passant encore après cet épilogue. Mais bon, ça vaut pas le coup d'en parler. Un autre truc à relever au sujet de la façon dont la série se déroule. Contrairement aux matchs de Prince of Tennis, les matchs de Kuroko's Basket n'ont jamais deux fois la même structure. La première défaite contre Aomine est la seule défaite importante dans le cadre, mais en général, l'avantage fluctue très fréquemment d'une équipe sur l'autre pendant que les cartons s'enchaînent. Par contre, les héros gagnent toujours au point près. Ça c'est une constante, d'autant plus remarquable que ça arrive rarement dans la vraie vie au basket. Scénaristiquement, ça s'explique par le fait que là où les joueurs de la vraie vie cessent de se donner à fond quand l'écart se creuse, eux font de leur mieux jusqu'au bout. Évidemment, la raison esthétique, c'est qu'il faut qu'il y ait du suspense jusqu'à la fin, la défaite contre Aomine ayant introduit le fait qu'on ne bat pas forcément un membre de la Génération Miracle au premier match. Mais pas que. Après tout, ils auraient pu faire comme encore Prince of Tennis, où il y a des ellipses qui font que le suspense est maintenu seulement jusqu'à un ultime retournement de situation, un moment décisif après lequel le match est scellé et peut se terminer sur n'importe quel écart au score. Non, l'autre raison esthétique pour laquelle ce parti pris de l'unique point d'écart est valide, c'est que le but n'est pas de surpasser les membres de la Génération Miracle. En équipe, ils seront toujours plus forts que n'importe qui, et même individuellement, les avoir vaincus une fois ne garantit pas la victoire les fois suivantes. L'enjeu du scénario n'est pas que l'équipe de Seirin devienne la plus forte, c'est vraiment de guérir la Génération Miracle. C'est très particulier pour une série de ce genre. Du coup, il est moins indispensable de rendre les héros impassibles et impossibles à déstabiliser comme dans Prince of Tennis. On l'a déjà mentionné, mais la série n'a pas peur de faire pleurer les personnages quand ils perdent. Et elle les fait pleurer. Énormément. Sérieux, ces gens passent leur temps à pleurer. Le sportif qui s'effondre en larmes après s'être donné à fond et en vain, c'est une recette classique des séries de sport. Et c'est une recette efficace, qui marche si le spectateur a été suffisamment galvanisé par la partie pour être ému avec lui. Tu es juste un monstre d'insensibilité. On va dire ça. De toute façon, cette série n'a absolument pas peur d'utiliser des recettes classiques d'animés de sport. Dans Prince of Tennis comme dans Initial D, régulièrement, en plein milieu d'une confrontation, les spectateurs se rendaient compte qu'un concurrent qui prenait la rencontre par-dessus la jambe commençait enfin à se donner à fond, ou qu'une nouvelle difficulté allait soudain se présenter, et commentaient alors « La vraie course commence maintenant, le vrai match commence maintenant ». Eh bien sachez que dans Kuroko's Basket, le vrai match n'en finit jamais de commencer maintenant. La partie n'est pas finie. Le match ne fait que commencer. C'est même maintenant que le vrai match commence. Le match commence maintenant. C'est vrai que la série n'a pas peur d'utiliser des recettes classiques de séries de sport. Tout y est. L'ancien joueur blessé dont c'est le dernier match, le joueur qui se blesse mais reste sur le terrain quand même. Par contre, la série est exempte de cœur antique. Ce sont les adversaires d'hier, présents dans le public, ou les coéquipiers sur le banc de touche qui se chargent de faire les commentaires destinés à informer le spectateur de ce qu'il y a à penser du match. Il n'y aura de véritable cœur antique qu'occasionnellement. C'est curieux parce que normalement le basket c'est toujours accompagné de pom-pom girls ou de supporters qui font des haka. Le club de Seirin est jeune, il n'est qu'à sa 2e année d'existence. Ça justifie qu'il n'y ait pas encore de supporters.
Mais c'est pas le sujet, on a le droit d'utiliser des recettes classiques si on le fait bien, et là on le fait bien. La série a trouvé un moyen inventif d'utiliser la recette du joueur blasé parce qu'il est trop fort en faisant la base du pitch. Quant aux recettes qu'elle réutilise de manière plus classique, il n'y a rien à redire dessus, car la mise en scène est excellente, en particulier la mise en scène des matchs de basket. Les chorégraphies sont élégantes, les poses et la gestuelle pendant les matchs sont classe. Il faut dire que la série a pour elle une animation de grande qualité, et la CGI de cette série est vachement bien incrustée. Non, sérieusement, la 3D incrustée dans la 2D a tendance à me faire tiquer d'habitude. Il faut que le contraste soit assumé et exagéré pour que ça passe. Mais le panier de basket de Kuroko's Basket, franchement, faut le voir qu'il est en CGI. L'animation c'est bien, mais ce qui fait vraiment plaisir en regardant la série, c'est la musique. Ah, la musique! Par contre, vous écoutez ça? Si je dois perdre aujourd'hui, je l'accepterai. Néanmoins, je n'ai pas l'intention de perdre aussi facilement que ça. Parce que mon adversaire, c'est Kuroko. Mon désir de gagner n'a jamais été aussi fort. Vous ne devinez pas que c'est une série sur le basket. On voit plutôt ce type de bande-son sur une bataille épique dont dépend le sort de l'humanité. Bah, cette exagération sur le côté épique des matchs de basket est tout à fait cohérente avec l'état d'esprit de la série. Kuroko's Basket n'est pas une série sans défauts, mais ces défauts sont la conséquence de choix d'écriture et de mise en scène à la base de toutes ses qualités. En dépit d'un dernier acte un peu décevant et d'éléments scénaristiques superflus, l'expérience de visionnage de Kuroko's Basket est galvanisante et émouvante. Le héros est un personnage attachant dont on a envie de suivre le parcours, qu'on veut voir remplir ses objectifs, et la conclusion nous laisse apaisés. C'est tout ce qu'on attend d'une série de sport, et celle-ci ne se contente pas de nous le donner, puisqu'elle se paye le luxe de prendre des partis originaux et inédits, qui lui permettent d'avoir une identité propre qui se démarque des autres séries de sport. Pour son efficacité et son originalité, Kuroko's Basket mérite qu'on s'en souvienne. Je t'assure que je n'ai pas changé, je suis très sérieux. On va vous battre. Tout le monde dit que c'est un malade. Je veux vivre des matchs où je pourrais me donner à fond et sentir mon sang bouillir. J'ai même entendu dire qu'il y aurait des apparitions de fantômes. Salut Kuroko, tu tombes bien, je voulais te parler. Mais ça m'a simplement fait oublier qui je suis réellement. Une arme conçue pour détruire des choses. Notre écart de force est trop grand. Si le match est décidé d'avance, il est impossible qu'une des deux équipes ne se sente pas frustrée. Il est gentil, il est vraiment au petit soin avec moi. C'est moi qui t'ai fait découvrir tes capacités hors normes. Et ça, tu finiras par le regretter un jour. Ça, c'est la meilleure, me traiter de monstre, moi. Comment t'as deviné? T'en as plus dans le crâne que dans ton t-shirt. Des bourses? Des bourses? Je sais ce qu'on va faire aujourd'hui.